Merci à toi Eric de nous accueillir ici en Champagne. C'est avec grand plaisir que je viens découvrir un peu la région. J'ai découvert en fait les différentes zones un peu sur la Champagne, ici qui est plus sur le meunier, et c'est ce qui va m'intéresser en fait, parce que vraiment le meunier commence en fait à être un peu plus représenté, etc. Mais c'est vrai que en fait, c'est grâce à tes champagnes que j'ai découvert vraiment les 100% meuniers. Donc c'est pour ça que j'aimerais que tu me présentes un peu ton parcours et le domaine en fait. Merci à toi de venir nous voir chez nous dans notre environnement familial, puisque je suis la 4e génération de cette maison, qui existe depuis en gros début 1900. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-oncles maternels et paternels qui ont créé cette histoire, cette jolie histoire, autour du meunier principalement, puisque à l'époque sur le coteau de vigne qui est à Ballieu, les 2 coteaux principaux, il n'y avait que du meunier. Donc j'ai toujours systématiquement appris à faire du champagne avec des meuniers. Et au fur et à mesure du temps, ça a créé une passion pour ce raisin qui est quand même fabuleux, avec des qualités extraordinaires, principalement du fruit, ça regorge de fruits, tu as pu le découvrir en dégustant. C'est fin, c'est délicat, c'est précis, c'est très droit. Voilà, après, on y ajoute l'âme du vigneron, bien évidemment. Mais justement, en fait, j'aimerais bien savoir, tu me dis vigneron, une génération de parents comme ça qui étaient autour de cet univers, donc je pense que c'était un peu, tu as baigné dans tout ça, et c'était vraiment une évidence de faire ce métier-là. Alors déjà, j'ai été baptisé au meunier, donc c'est un signe. Et puis, avec mon grand-père, René Régnier, côté maternel, donc, lui ne vinifiait que du meunier, donc c'est avec lui que j'ai appris. Alors c'était du fût de chêne, c'était un pressoir traditionnel en bois, à Cliquet à l'époque, et donc du meunier, toujours du meunier, que du meunier. Alors la différence avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque on n'en parlait pas. On ne parlait pas du meunier, ce meunier était très mal vu, il a toujours été mal vu d'ailleurs, et moi je trouve que cette histoire est extraordinaire, le plus représenté en Champagne. Il est quand même à la naissance de la Champagne, bon, sous un autre nom, mais quand même à la naissance de la Champagne. Toujours bafoué, toujours mis de côté, toujours... Parce qu'il était souvent assemblé en fait avec les... Alors il a toujours été assemblé. Par définition, le Champagne est un vin d'assemblage. Un petit peu moins aujourd'hui, on fait du parcellaire, on fait du monocépage. On fait vraiment très belle cuvée aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. J'ai commencé mon premier vin en 1973, qui va d'ailleurs sortir en 2023 pour son 50e anniversaire. Voilà. Mais c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on a des moyens précis pour faire vraiment des choses très pointues. Voilà. Le meunier, en fait, se retrouve principalement sur cette zone-là de la Champagne. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, voilà, on va le dire, le meunier, on n'en trouve pas sur la Côte des Blancs ou ailleurs. C'est vraiment cette zone, et c'est sur ce terroir-là que ça s'exprime le mieux. Alors historiquement, juste pour brosser légèrement l'histoire du meunier, sa naissance est bourguignonne. Aujourd'hui, il n'y en a plus en Bourgogne. Il en reste un petit peu dans l'Orléanais, dans l'Anjou, et principalement en Champagne, où il y a plus de 11 000 hectares. Donc il est toujours très représenté. Il est en 2e position, le Pinot Noir l'a dépassé un tout petit peu dans les fin des années 90. Ce qui a créé son marasme, et pourquoi déjà il est dans la vallée de la Marne, c'est son sol, son sous-sol, son exposition. Le meunier, c'est de l'argile. Il faut vraiment, véritablement beaucoup d'argile pour du meunier. Ça, c'est une raison principale. Des terrains un petit peu difficiles, ça il affectionne par-dessus tout. Et puis cette exposition en coteaux, comme on est ici dans la vallée de la Marne. La raison principale, elle est là, c'est cette argile, qu'on ne va pas forcément retrouver en sous-sol dans la Côte des Blancs, on est plutôt crayeux. Et puis dans la montagne de Reims, plutôt des roches très dures, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Historiquement, il y en avait quand même dans la Côte des Blancs, qui ont été arrachés par la grande maison, et ils ont remis à la place du chardonnay.
Son marasme à ce pauvre meunier, c'est l'éloignement des grandes maisons à l'époque. La notion principale, c'est le transport à l'époque, en charrette et en grosse cagette de 150-180 kg. Et cette notion de transport était tellement importante qu'ils n'allaient pas plus loin que les alentours de chez eux. Okay. Donc ils achetaient du chardonnay, du pinot noir. Et s'il leur restait un petit peu de place, comme ils disaient à l'époque, on s'enfonçait dans la vallée de la Marne. Toi, au niveau de ce meunier, parce qu'en fait il se plaît beaucoup ici chez toi, dans ton domaine, qu'est-ce que tu as fait pour un peu redonner un peu des signes de noblesse un peu, et le remettre en avant et un peu plus au bout du jour, quoi. Alors ce que j'ai fait déjà en premier lieu, laisser vieillir mon vignoble. Okay. Aujourd'hui, l'âge moyen de nos vignes, c'est aux alentours de 50 ans. Okay. Alors notamment en meunier, ce qui fait qu'on a un système racinaire qui est installé, avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, plus de désherbement chimique depuis de nombreuses années, en herbement naturel, labour mécanique sous rang. On met en place des couverts végétaux légumineux cette année. Voilà, on fait de la vigne tressée haute, on fait de l'agroforesterie. Ok, donc... Enfin, il y a tout un tas de choses qui... On fait nos amendements nous-mêmes. Et là, en fait, tu n'es pas certifié bio, biodynamie. On y arrive. Ah, on a fait 3 ans d'essai en bio, ouais. Purement bio. Ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné. Donc cette année, on attaque notre première année de certification bio. D'accord. Voilà, l'histoire est lancée. J'ai envie d'y aller, c'est aussi une conviction propre. Je pense que c'est mieux pour la nature. Oui, voilà. À la base. Ouais. Oui, je pense que c'est important et tout ça, mais c'est vrai que ça prend du temps. Il y a aussi beaucoup plus de risques. Aussi, il y a des risques, il y a un aspect financier qui est très très lourd, où on double nos coûts de production à l'hectare sur ces vignes, par exemple. Donc oui, c'est une grosse réflexion. Il ne faut pas se planter non plus, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je pense que c'est à nous de faire le travail, c'est à nous de créer la différence. On doit toujours avoir un pas d'avance. Et toute cette évolution sur l'écologie, sur la gestion on ne va pas parler des intrants puisqu'on essaie de ne pas en mettre beaucoup, enfin de moins en moins. La gestion des effluents par exemple, on est quand même des pionniers. Ici, dans cette bâtisse, il y a plus de 30 ans aujourd'hui, on récupère tous les eaux de lavage, on les fait retraiter par exemple. C'est juste un exemple. Ça fait 30 ans quand même, donc c'est quand même une belle avance, c'est pas fini, on va faire d'autres choses. On a des gros projets en route. Voilà, toujours pour aller dans le sens, dans le bon sens, on va dire, tout simplement. Alors je finirai pas, je suis bientôt à la fin de ma carrière, malheureusement. C'est mon plus grand drame d'ailleurs. Ma fille arrive dans quelques années, après avoir fait 1 ou 2 passages à l'étranger, bien sûr, pour parfaire son expérience. Et puis, ce qui me rassure, c'est qu'elle a des idées propres et neuves. Elle va vraiment dans la même direction. Ouais. On est en pleine symbiose, surtout le travail à la main du vignoble. Et je compte bien refaire beaucoup de travaux à la main d'ailleurs, même si ça coûte. Oui, ça coûte. L'argent n'étant pas une finalité chez moi, ça sert à rien. C'est de faire retranscrire vraiment une passion aussi, une sensibilité. Une sensibilité, une passion. Parce que je n'ai pas posé la question, mais le vignoble, c'est combien d'hectares et combien un meunier Alors aujourd'hui, 6 hectares. Ok. À quelques arbres près. 82% de meunier. Oui, exactement, puisqu'on vient d'en acheter un petit peu cette année, et en meunier, un petit peu en chardonnay, mais beaucoup plus en meunier. Donc on a dépassé les 80% de meunier, uniquement vieille vigne, ou très vieille vigne. La plus vieille vigne, c'est les Grillons, c'est 1902. Ensuite, une vigne historique chez nous, le Bois de Binson et la Garde, qui sont des plantations des années 50 et 60. Donc ça en fait du très très vieux vignoble, bien sûr. Et puis ensuite, beaucoup de plantations dans les années 80 par mes parents. Et après, plus rien. Plus de plantations au meunier. Quelques petits morceaux très peu représentatifs, mais qui n'impactent pas beaucoup cet aspect vieille vigne que je recherche vraiment. Ensuite, le reste, chardonnay et pinot noir, pratiquement à partie égale.
Je veux impérativement conserver un vieux vignoble. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc qui me branche. La Beaucoup. ligne que tu veux. Oui, voilà, même si on arrive aujourd'hui sur des rendements beaucoup plus bas qu'auparavant. Oui, j'imagine, ouais. Parce que Oui, ça nous est imposé. Puis je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Demander 8000 ou 9000 kilos à une vigne par an, ça paraît très raisonnable, c'est pas idiot, c'est dans un schéma d'aujourd'hui, avec des vignes en bio ou en biodynamie. Ça cale bien dans le sujet. C'est pour moi un rendement logique quand on a des vignes en bio ou en biodynamie. Ça n'épuise pas la vigne, ça permet de garder un vieux vignoble et puis encore une fois d'augmenter la qualité des raisins. Oui, ça concentre aussi beaucoup plus. Concentration des matières, surtout pour le meunier. Le meunier, c'est un très petit raisin avec des petits grains, mais bourré d'énergie, bourré de matière. Ça regorge de vie aromatique, le meunier. On va peut-être aller en cave et comme ça tu pourras me présenter un peu plus ta manière de vinifier aussi et puis justement les vins aussi, tes différentes gammes. Avec grand plaisir. Définir en fait ton style et ta philosophie, ça serait quoi au niveau de la vinification? Alors au niveau de la vinification, encore une fois, la simplicité, tout en n'oubliant pas une chose pour moi qui est importante, dans la définition du mot vin, il y a l'intervention de l'homme. Si on laisse faire totalement la nature sans intervention de l'homme, on ne peut pas appeler ça vin. C'est pas moi qui le dis, c'est la définition pure et simple du vin. Tout ça pour dire la simplicité, ne pas trop en faire. Ce que j'expliquais tout à l'heure, le meunier on n'y touche pas, il est sensible à l'oxydation, on va le laisser tranquille, tout simplement. Ça c'est ma philosophie. Voilà. Obtenir de la richesse aromatique, de la complexité, tenter de faire des vins gastronomiques. Donc ça c'est ce que tu aimes, vraiment ça c'est ce que j'aime. Gastronomique avec ça c'est ce que j'adore. Ouais. Et ça tombe bien que je suis passionné de meunier, puisque c'est quand même sa philosophie de base. Encore une fois, le meunier, c'est du fruit, c'est de la richesse aromatique, c'est de la délicatesse et de la finesse aussi. Et est-ce que le meunier fait aussi des vins, arrive quand même à faire des vins de garde? Ah bien sûr, bien sûr. Il y a eu un moment une discussion grosse polémique, sur le meunier. Non, c'est une fausse image. On a en Champagne des grands élaborateurs de meunier, des très vieux élaborateurs de meunier, pour certains qui n'existent plus aujourd'hui. Je vais prendre un exemple tout bête et j'espère que ça lui fera plaisir. René Collard, qui est quand même l'ancêtre du meunier, et j'ai eu l'occasion de goûter quelques-uns de ses vins très très vieux, en 100% meunier, dégorgés depuis des décennies et des décennies. Évidemment que c'est évolué, forcément c'est évolué, mais il y a encore un côté frais, un côté fruit très agréable. Et les vins de meunier sont des vins à faire vieillir, bien évidemment. Cette notion de vieillissement n'est pas tout à fait fausse, puisque il y a de nombreuses années, il est vrai que le meunier vieillissait pas trop bien. Les élaborateurs à l'époque, enfin certains élaborateurs, je vais être un petit peu dur avec eux, ne savaient peut-être pas vinifier ces vins de meunier. Faisaient peut-être un petit peu n'importe quoi, donc oui, vieillissement prématuré. Tout ça, ça a beaucoup évolué, au fur et à mesure du temps, on a appris. Moi-même, j'ai appris. De toute façon, on fait des erreurs, après on répare ces erreurs. On a des 100% meuniers des années 90, c'est toujours frais. Ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, ça fait partie de la destruction du meunier qui a été provoquée depuis sa naissance. Mais seulement, ils ne sont pas prêts d'y arriver, parce que ça évolue sans cesse, le meunier, et il est toujours aussi présent, et il va être de plus en plus présent dans les années à venir. Donc, non, ils ne vont pas arriver à détruire ce meunier. Du coup, j'ai vu aussi que tu avais deux gammes, on va dire. Une gamme aparté et l'empreinte du meunier. Oui, alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ces deux gammes? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Alors, la gamme aparté, c'est notre gamme entre guillemets traditionnelle. Une gamme un petit peu ancestrale, puisque à l'origine mes parents ne faisaient que cette gamme.
Et puis ensuite, on va arriver sur cette gamme, l'empreinte unique du meunier. Alors ça, c'est la mise en avant de nos parcellaires, de nos vignes à Histoire, le bois de Masson, la première vigne que mon père a plantée en 1956. Une vraie histoire d'un source aussi. C'est un retour aux sources, c'est l'histoire d'un homme qui a travaillé comme un forçat toute sa vie. Donc c'est une grosse histoire pour moi, une grosse empreinte. Et puis ensuite on arrive au Grand Marais, ben là c'est côté maternel, c'est un terrain qui appartient à la famille depuis fin 1800, qui était un marais, hein, j'ai rien inventé. Et puis cette dernière cuvée qui fait partie de l'empreinte unique du meunier, c'est Bansionensi, avec une histoire tout aussi atypique, puisque c'est le nom latin de Ballieu-sous-Châtillon, et qui est propriété intégrante du champagne Méric-Taillet. Voilà. Donc il était logique d'en créer une cuvée, bien évidemment, avec deux parcelles de vignes, les Pierreuses, avec ce sous-sol pierreux, j'ai rien inventé encore une fois, et la Bruce sur le coteau d'en face, en sous-sol et sol argileux, qui sont situés aux deux extrémités du secteur du Bansionensi. Cette gamme empreinte unique du meunier, ben c'est la représentation du meunier, hein, c'est l'histoire du meunier. Et chacune a sa propre identité. Complètement. Au niveau de l'élaboration, on est sur une même base. Hein. Encore une fois, c'est élevage sur lit total. Comme d'habitude ici, on ne touche à rien, hein, pas de violence, hein, pas trop de bruit. Encore une fois, meunier, tu dors. Ça prend tout son sens. Voilà. Ça, c'est ma philosophie. Et au niveau des élevages, chez toi, c'est plutôt long, On essaie. On a aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, à peu près 5 ans de stock, avec en moyenne une année en rotation en bouteilles sur pointe, qui vieillissent sur pointe. D'accord. C'est-à-dire qu'elles vont passer sur latte à plat, soit en capsule, soit en bouchon, en moyenne entre 18 et 24 mois, suivant l'évolution des vins. Ensuite, remuage et reste de la vie sur pointe. Alors pourquoi? Pour stopper l'évolution des vins, tout simplement. Une fois que le dépôt est tassé dans le col de la bouteille, il rend pratiquement totalement hermétique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échange avec l'extérieur. Donc on va stopper la micro-oxydation et stopper l'évolution des vins. Partiellement, puisque le volume veut quand même évoluer à l'intérieur, mais on va quand même bloquer fortement l'évolution des vins. D'accord, ok, c'est intéressant. Alors juste à titre d'exemple, ce que je disais tout à l'heure, on a des 1973 qui sont sur pointe depuis 1975 et qui vont sortir en 2023. C'est impressionnant. Donc, oui, c'est assez impressionnant. Ouais. Tout ça pour dire que le meunier vieillit bien. Je voulais te remercier, Eric, pour cette visite, puis bien sûr sur la dégustation. C'était très intéressant de découvrir un peu toute ta gamme. Je vois que tu es vraiment passionné par ton travail et ça se ressent aussi dans la dégustation. J'ai beaucoup apprécié justement aussi la finesse qu'on peut retrouver sur tes champagnes. Il y a une profondeur et on voit en fait une ligne qui se dessine et une patte, parce que c'est vraiment des champagnes que j'ai pas forcément l'habitude, hein, parce que le meunier c'était pas forcément à 100% quelque chose que j'avais l'habitude de déguster et pour moi c'est une découverte. Donc, je te remercie. Magnifique, à mon tour de te remercier de ta visite, ça me fait très plaisir. Je suis très heureux de te faire découvrir mon environnement. Ma finalité, ce que j'aime dans les vins, cette richesse aromatique justement, ce que tu disais, sur des versions différentes, sur des vignes différentes, sur des coteaux, des secteurs, des vignobles différents. Et voilà. Et la finalité est toujours aromatique, ça on en est convaincu aujourd'hui. Hein, mon amour du meunier aussi, on en est convaincu aussi. Hein, c'est au travers de professionnels comme toi qu'on peut faire passer une image telle que celle-ci, une belle image. Hein, voilà. Donc très heureux de cette découverte, je te remercie beaucoup, ça me fait très plaisir. Moi aussi. Et puis j'espère que je pourrai revenir et tu me feras une petite balade. En 2 chevaux. En 2 chevaux. Voilà. Quand il va faire beau, on se refait ça. Voilà. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à toi aussi.